Votre satisfaction est l'essence même de notre mission chaque matin ici. Alors, à tous les retentissements de ce générique début, c'est une cohorte d'hommes et de femmes engagés, passionnés pour vous apporter des informations spéciales, des informations apprêtées, des informations sélectionnées d'un grand cru pour vous donner un matin unique, tout simplement. C'est vous les boss, vous le savez, et c'est avec grand plaisir que nous vous servons tous les matins. Angeval et moi, bien évidemment. Bonjour. Bonjour, ma belle Alix. J'adore ce mélange de couleurs. Et ah, c'est gentil. On dira merci à Caca Noël. Ouais, on y reviendra. C'est bien. Madame Irielou Colette, qui fait aujourd'hui qui fait place à Influence. Dans quelques instants, on se retrouve et c'est pour parler, bien sûr, de l'endurance et de la clé de la réussite avec cette grande dame comme ma co-animatrice. Oh, c'est gentil. Je suis Irielou Colette, présidente de la Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire. Ça n'a pas été facile parce que moi, je ne suis pas allée à l'école et j'ai pris ce travail-là au sérieux et j'ai dit que dans mon cœur, que ça, il faut que ça soit aussi mon diplôme. Et c'est comme ça, petit à petit, j'ai commencé au village. C'est le poisson frais avec la tomate que je faisais avant. En gros, et quand je suis arrivée à Abidjan, il y avait beaucoup de femmes qui venaient vers moi. Comment tu fais? Et puis tous les jours, tu as des choses sur toi, bon. Et il y en a même qui viennent, mon mari est décédé, je ne sais pas quoi faire pour que moi et mes enfants mangent. Et ça m'a interpellée. Au lieu que je sois seule, il faut créer un groupe qui est coopératif avec mes membres. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et petit à petit, aujourd'hui, c'est devenu grand. Moi qui suis à la tête de cette organisation, qu'on a dit que nous, on va être les mamans nourricières de Côte d'Ivoire, comme il y a les mamans Benz au Togo. Mais ça n'a pas été facile et ce n'est pas toujours facile. Parce que tout le monde ne peut pas comprendre la même chose que nous faisons et comment les produits arrivent dans les marchés, comment les femmes là se battent. Comment les femmes là, elles sont organisées pour que nous puissions avoir chaque matin la nourriture dans nos assiettes. Je suis rentrée dans chaque région de Côte d'Ivoire pour mettre une coopérative en place, pour sensibiliser les femmes, pour leur dire que même si ton frère il est ministre, il ne faut pas compter sur ton frère. Même si ton mari travaille, il ne faut pas compter sur ton mari. Moi, je pense que nous-mêmes qui sommes là, qui doivent travailler la terre, on doit faire de telle sorte que quand nos frères même quittent là-bas, ils viennent, qu'on trouve même carburant comme ça pour leur donner, pour dire que voilà, ton retour là, voilà ton carburant. Et cette sensibilisation-là, ça a pris. Les femmes ont compris que ce que je leur dis, c'est une réalité. Il faut avoir l'amour de ce que tu fais. Sinon, le commerce, et surtout le commerce de la nourriture, tu peux prendre aujourd'hui et puis demain tout se gâte. Et quand ça se gâte, il n'y a même pas petit argent que tu peux avoir. Moi, j'ai fait 5 voyages à Abidjan ici, poisson de Kossou. Première fois je suis venu. Les poissons là, quand les gens voient, ils regardent comme ça, ils disent, poisson là, on est nourri comme poulet. Donc on ne peut pas manger ça. 2 500 000 que j'ai dépensé, j'ai vendu le poisson à 500 000. Parce que tout était gâté. Mais je suis parti, j'ai rechargé les 2 500 000 là, je suis venu. J'ai perdu encore les 500. J'ai fait 4 voyages et j'ai perdu 2 millions. Je n'ai pas donné à quelqu'un pour me dire merci. Et je l'ai perdu. J'ai dit, moi, je suis collé à toi là. Toi et moi là, on va sortir 20 heures. Et je suis parti 6e fois quand je suis venu. J'ai vendu le poisson. Mon argent n'est pas coupé. Je n'ai pas eu bénéfice. Mais après, c'est les femmes qui me donnaient les commandes. Et les commandes, moi, j'ai mis mon argent de côté. Ça va, les commandes, je partais chercher maintenant le poisson. Et puis quand j'arrive là, ils sont alignés comme ça. Je suis parti dans un jour, dans une forêt de Soubré. Où je suis parti, on dit, il n'y a pas de banane ici. Mais il faut aller dans les campements. Campement là, c'est pas loin. Mais quand j'ai commencé à marcher, la forêt noire là, j'étais seule dedans comme ça. Et je partais. J'ai dit, ah, aujourd'hui là, c'est dur, hein. Il n'y a personne derrière, il n'y a pas de campement. Je suis en train de partir seulement. Et puis la forêt est noire, dense.
Un peu seulement au milieu de la forêt là-bas. Derrière moi ici, là, c'est resté loin. Je ne connais pas le campement. J'entends derrière moi. Je dis, oh, au moins j'ai eu quelqu'un. On va cheminer ensemble pour partir. Je regarde derrière moi. C'est un gorille. Nous deux. Voilà le gorille, voilà moi. Et j'ai marché. Quand je marche un peu, lui aussi il marche un peu. Je ne peux pas courir. Je ne sais pas si le campement là, ça est tout près. Il n'y a pas quelqu'un. Donc je suis resté, je marche un peu. Lui aussi il marche un peu. Quand je m'arrête, lui aussi il s'arrête. Jusqu'à et puis je suis arrivé dans le campement. Et puis après, je regarde derrière. Il s'est levé comme ça, comme l'homme. Et puis il m'a fait au revoir. Donc tout ça là, ça ne m'a pas découragé. J'ai fait ma balance, j'ai chargé. Je suis sorti, je suis venu, j'ai vendu, j'ai eu mon bénéfice. Quand nos grands-pères, nos pères ont dit que la patience c'est un chemin d'or, il faut qu'ils sachent que c'est vraiment, c'est pas un mot, c'est une réalité. Nos jeunes, ils sont jamais patients. Quand ils rentrent dans quelque chose, ils veulent que tout de suite, qu'ils ramassent l'argent. C'est pas comme ça. Quand j'ai commencé, c'était avec 25 000. Petit à petit, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Mais aujourd'hui, là, je suis heureux. Parce que j'ai mis quelque chose en place qui sert aujourd'hui mon pays. Donc, je demande à la jeunesse d'être patient. Et puis, il faut réfléchir ce que tu dois faire quand tu entreprends. Il faut mettre toute ta confiance à ce que toi-même tu fais. Parce que c'est toi-même ta confiance là qui va faire que l'autre personne va t'aimer. Prenez le chemin de la patience et il faut aimer ce que tu fais. Eh bien, comprenez la reconnaissance au plus haut sommet de l'État à la suite de ces efforts de cette grande dame, Mme Irielou Colette, présidente de coopérative et présidente même de la FENASCOV ici, que nous avons eu à l'instant dans la rubrique Influent. Allez-y à 4 h du matin dans les grands marchés de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir ces dames et aussi souvent ces hommes qui se lèvent très tôt pour nourrir les Ivoiriens. Et ça, c'est très important. Oui, c'est tout à fait édifiant. Oui. C'est vraiment inspirant. La rubrique est d'à propos, vous l'aurez constaté, influent et avec des messages et des témoignages de ce genre. C'est sûr que le matin change tout de suite. On rentre dans une autre dimension avec tant d'inspiration, de l'abnégation, de la persévérance, de la témérité et puis de la patience. Ne l'oubliez pas, elle l'a mentionné. Merci en tout cas à cette grande dame pour ce qu'elle fait pour le pays et on est très fiers. Allez, on passe maintenant aux appels WhatsApp Rituel Matinal. C'est maintenant. Bonjour. Je suis Angéliotte, assistante de direction dans une entreprise de la place. Bon, ma routine du matin. Matin, qu'est-ce que je fais? 5h30. Mon réveil sonne. Ma prière pour confier ma journée à l'Éternel. Ensuite, direction la douche, me préparer. Après, je vous avoue que se préparer le matin est un véritable remue-ménage pour moi. C'est difficile parce que je dois chercher la tenue adaptée, le sac adapté. Bon, j'avoue que je le fais en fonction de mes humeurs. Si je me suis réveillée d'humeur joyeuse, alors je dois chercher une tenue qui va avec mon humeur. Si c'est d'une humeur, je suis fatiguée, bon, je cherche. Je suis toujours obligée de chercher. Mais j'avoue que ça me prend du temps. Ça prend beaucoup de temps pour moi chaque matin de se préparer. Disons 45 minutes. J'arrive franchement toujours en retard. Parce que je prends le temps, toujours le temps pour chercher l'habit, le sac. Vraiment, ça prend franchement le temps. Et j'arrive toujours en retard. Mes patrons me sont habitués. Ils savent que je vais arriver en retard. Ensuite, comme je réside à Grand-Bassam, j'emprunte le véhicule, je descends à mon lieu de travail, je prends mon petit déjeuner, je prépare les rendez-vous de la journée avec mon patron. On finit et on continue la journée comme d'habitude. Travail. Et voilà. Merci.
Non, mais merci beaucoup, hein, chère téléspectatrice, pour ce partage de votre matinée. Ne vous inquiétez pas, on a la solution pour vous. Madame Tanoedo, dans quelques instants, va vous aider à gérer vos émotions parce que se réveiller le matin et puis prendre une tenue dans un sens ou dans un autre, bon, ça demande un peu d'organisation. On est là, ne vous inquiétez pas, on est là pour vous. Elle rentre à l'heure. Elle part en retard, mais elle rentre à l'heure. C'est ça qui est important. Avec le même bonheur, on reçoit maintenant la coach Happiness and Leadership, Micheline Tanoedo, qui nous parle aujourd'hui de comment gérer ses émotions en toute sérénité. Vous l'avez compris, hein, au travers de tout le programme, de toutes les articulations, c'est sûr que les émotions foisonnent de partout, mais il faut savoir les gérer pour garder sa sérénité. On la voit dans quelques instants. Et oui, elle est avec nous aujourd'hui, Madame Micheline Tanoedo. On vous parlera de zen attitude, de tranquillité, de sang-froid avec cette dame dont vous connaissez le visage maintenant, aussi depuis cette saison 5 de Matémon. Bonjour, Madame Micheline Tanoedo. Bonjour, Joël. Bonjour, Ali. Madame. Bienvenue. Merci. Super. Alors, on parle de comment gérer ses émotions en toute sérénité. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une émotion ? Une émotion est une réaction, on va dire, physiologique de notre organisme suite à une information que nous envoient nos sens. D'accord? Donc, je vois quelque chose, j'ai une émotion. Je peux entendre quelque chose, ça suscite une émotion en moi. Je goûte quelque chose, ça suscite une émotion en moi. Je touche quelque chose et ça suscite une émotion. Alors, les différents types d'émotions, on va rester dans ce décortiquage-là. Alors, la classification des différents types d'émotions a évolué. Avant, on disait qu'il y a il y a des émotions négatives et des émotions positives. Maintenant, on ne parle plus d'émotions négatives et d'émotions positives. On parle d'émotions agréables et d'émotions désagréables. Pourquoi ce glissement de dénomination? Ce glissement parce que toutes les émotions sont utiles. Donc, toutes les émotions sont utiles, donc ce qui veut dire qu'aucune émotion n'est négative. Elle est juste désagréable ou agréable. Donc, dans les émotions désagréables, on a la peur, la colère, l'anxiété. Et dans les émotions positives, vous pouvez avoir la joie, la surprise, l'amour, voilà. D'accord. Alors, de toutes ces stratifications hein, et ce liblage qu'on vient de faire, là, comment les gérer au mieux en fonction des situations? Quand on est angoissé, quand on a peur, quand on est anxieux, comment réagir pour gérer ces émotions? Alors, pour vous expliquer cela, je vais vous présenter, faire une image de notre cerveau. Donc, le cerveau est une entité qui a deux parties, on va dire. Donc, en bas, on a le cerveau émotionnel, la partie émotionnelle, et tout en haut, nous avons la partie rationnelle. Donc, on va dire qu'on a deux cerveaux. Le cerveau émotionnel qui est lié à l'intelligence émotionnelle et le cerveau rationnel qui est lié au QI, au quotient intellectuel. D'accord? Alors, comment gérer nos émotions? Déjà, on va dire pourquoi gérer nos émotions avant d'arriver à comment gérer nos émotions pour que les personnes comprennent. Pour qu'une personne soit, on va dire, efficace et efficiente dans ses réactions, dans ses choix, il est important que ces deux entités agissent de façon égale, on va dire. Donc, la personne a besoin de son intelligence émotionnelle et aussi de son intelligence rationnelle. Lorsqu'il y a un trop plein d'émotions, c'est-à-dire que la personne n'arrive pas à gérer ses émotions, ce qui se passe, c'est quoi? La partie émotionnelle prend le dessus et vient inhiber l'action de la partie rationnelle. Donc, en ce moment-là, la personne devient irrationnelle. Voilà, donc ça veut dire que de façon très crue, la personne devient idiote. Parce qu'on ne réfléchit plus. On est connecté à l'instinct animal de l'homme. Donc, on devient un animal. L'instinct primitif... Tout à fait. Très bien. Voilà. Donc maintenant, pour gérer ces émotions, la première étape, c'est déjà de reconnaître qu'on a cette émotion-là. Je reconnais que je suis en colère, que face à une situation, je suis en colère. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'évacuer cette émotion. Nous allons prendre le cas particulier de la colère pour bien imager. D'accord. Alors, je suis en colère face à une situation. J'accepte déjà que je suis en colère parce que lorsqu'on ne peut pas gérer quelque chose qu'on n'accepte pas.
Donc la première étape, c'est d'accepter. Et lorsqu'on accepte, c'est de se calmer. Comment on arrive à se calmer, garder son calme face à des fois des abjections vraiment béantes? Des ajections béantes, donc c'est tellement bien dit. Oui. Écoutez, Alix, ce qu'il faut faire, c'est déjà, comme j'ai dit, prendre conscience. Maintenant, pour se calmer, on peut sortir de la situation. Très bien. Voilà. Je peux sortir marcher ou sortir appeler quelqu'un pour évacuer. C'est important de faire sortir parce que lorsqu'on camoufle, on cache, après, ça explose. Mais déjà, il faut bien prendre conscience du fait qu'on est... en colère. On est en colère, oui. Parce que souvent, on ne s'en rend pas compte Oui. et puis on agit comme ça. Voilà, donc la gestion des émotions, en fait, c'est un entraînement qui commence dès l'enfance. Donc, quand on n'a pas pu s'entraîner à l'enfance, à l'âge adulte, lorsqu'on prend conscience que lorsque j'agis dans la colère, je vois les conséquences. Et je me dis, tiens, ce que je fais après coup, il faut que je fasse attention. Donc, la prochaine fois, quand je suis en colère, je mets la conscience là-dessus, c'est-à-dire j'accepte, je vois que je suis en colère, je remarque les signes, je vois que je suis en colère, ensuite je décide, c'est une volonté en fait, de me calmer parce que les conséquences ne sont pas bonnes. Donc, je sors ou je peux aller parler à quelqu'un. En tout cas, il faut sortir du milieu qui crée voilà. la Ou bien je vais cogner dans un oreiller. Tout ça, c'est possible. Il faut évacuer. Mais en fait, on a le droit d'être en colère, mais pas longtemps. Et on n'a pas aussi le droit de faire subir cette colère à autrui. Alors, Madame Tano, c'est vrai ce que vous dites, c'est tellement important aussi. On est en colère et on se dit souvent que quand je suis en colère, je m'exprime et j'ai le droit de m'exprimer. Oui, mais le risque ici, c'est clair que chacun de nous a le droit de s'exprimer. Mais chacun de nous n'a pas intérêt à blesser l'autre. Il faut mesurer. Voilà, il faut mesurer. Donc, sachant que lorsque je suis en colère, je ne suis plus intelligent, je deviens bête, je peux dire n'importe quoi, je peux faire n'importe quoi, je peux faire même des choses irréparables. C'est clair. Oui. D'accord? Et lorsque la colère, on est en colère et on continue d'alimenter cette colère, elle grandit. Ça veut Et dire elle crée même des toxines. Tout à fait. Ça veut dire que je suis en face d'Alix tout de suite et on a une altercation. J'ai la colère qui monte. Au lieu de me retirer et aller évacuer cette colère, je la nourris en continuant. Au fur et à mesure que je la nourris, Alice aussi va la nourrir en me disant certaines paroles. La colère monte et... Comme on dit, ça part en vrille. Voilà, On peut tout à avoir des fait. conséquences graves. On peut le dire, hein, on peut aller jusqu'à tuer. Tout à fait, tout à fait. Donc il faut vraiment prendre en compte l'apprentissage ou même l'exercice de gérer sa colère avec les astuces que vous venez de nous donner. Des fois, se départir du lieu qui crée la colère, expier mais d'une autre manière, mais pas vraiment exploser. C'est ça. Je voudrais signaler, je n'ai pas fini le cheminement. Allons-y. Voilà, parce que c'est important. Oui. Expier et tout ça, là, c'est la surface, en fait. Donc, on s'est calmé, parce que si on s'est calmé et qu'on ne traite pas la source de cette colère, ça peut revenir. Ça va devenir redondant. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on s'est calmé et qu'on a retrouvé sa raison, il faut réanalyser la situation. Et comment on marque la démarche de l'analyse de la situation? Je prends l'exemple que j'ai eu tout à l'heure. Pourquoi est-ce que Alix m'a dit cette parole? Est-ce que ce n'est pas parce qu'elle s'est mal réveillée? Habituellement, elle ne me parle pas comme ça. Donc, avoir un autre regard sur la situation pour comprendre pourquoi est-ce que la personne a agi et rentrer dans une certaine compassion. Et quand c'est comme ça, on change de regard et il n'y a plus de colère. Voilà. Et ce que vous venez de dire, c'est très important, avoir de la compassion même pour les éléments déclencheurs de sa colère. Ça permet de se libérer? Tout à fait. En réalité, les personnes qui rentrent, qui sont le plus souvent en colère, c'est des personnes qui ont la plupart du temps des principes assez rigides. Donc, moi, on ne me fait pas ça, moi, on ne fait pas ça, je ne supporte pas, je n'accepte pas. Ces personnes oublient que tout le monde ne fonctionne pas comme elles. Chacun a sa façon de voir les choses, chaque personne a ses réalités, chaque personne a ses défis. Donc, aussi comprendre que quand quelqu'un agit mal, c'est parce que quelque part, il est inconfortable. Soit il se sent mal, soit il est blessé, soit il ne va pas bien. D'accord? Donc, quand on rentre dans cette dimension de compréhension, on tombe difficilement dans la colère. Il peut y avoir aussi l'impact de notre environnement immédiat, par exemple au travail ou même à la maison. Ça peut ne pas être de très belle manière en ce moment, confortable avec monsieur à la maison ou avec madame. Ça peut aussi impacter sur notre comportement.
Effectivement, mais tout ceci rentre un peu dans, on va dire, l'analyse de la situation. D'accord? Ce n'est pas parce que j'ai des défis à la maison que je dois les faire subir à tout le monde. C'est clair. Mes défis sont mes défis. D'accord? Donc, prendre une certaine hauteur sur les difficultés que nous traversons pour être serein intérieurement, parce que ça y va de notre efficacité. C'est clair. Les éléments déclencheurs sont de diverses sources et sont multiples et multiformes. Et pour la peur, on a pu avoir cette démarche-là avec le cerveau qui est soit rationnel ou qui est dans l'émotionnel. On passera maintenant à l'anxiété. Comment l'anxiété se manifeste et comment on peut la gérer? D'accord. L'anxiété commence déjà par une peur. D'accord? J'ai peur, on va dire... je sais pas, j'ai peur d'un test qu'on devrait passer. Voilà, on va prendre... piqûre. Voilà, j'ai peur de la piqûre. Et je nourris cette peur au lieu de l'évacuer. Donc, plus cette peur grandit, elle s'installe, plus elle perdure, elle se transforme en anxiété. Voilà, en fait, l'anxiété, c'est une peur qui a duré et qu'on a nourrie. Et elle devient de l'anxiété. Tout le monde a le droit d'avoir peur, nous sommes des humains. Mais quand on n'arrive pas à canaliser cette peur, elle devient de l'anxiété et ça nous pourrit la vie. Merci beaucoup, Madame Micheline Tanoé-Do. En définitive, il faut savoir que nos émotions sont plus nos alliés que nos ennemis. Il faut juste savoir les gérer. Merci infiniment. Nous avons notre invité qui est dans ce studio. On l'a dit, on va parler aujourd'hui de ce que nous reprochent nos enfants. Et oui, parce qu'il y a certainement, il nous dira des choses à reprocher, n'est-ce pas, Alix? Tout à fait. Comme nous l'évoquions, face à ce déséquilibre entre les échanges de bons procédés entre parents et enfants, oui. Il y a une analyse qui s'impose pour pouvoir mener à bien l'évolution et l'épanouissement des familles. Bonjour, docteur. Bonjour, Alix. Bonjour, Frédéric Zabi. Bienvenue. Bienvenue. Alors, on va déjà savoir nos actions, nos démarches et nos méthodes éducatives. Sommes-nous exemples de tout reproche vis-à-vis de nos enfants par rapport à ça? Waouh, ce terme est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en général, les parents ils croient que tout ce qu'ils font, c'est bien pour les enfants, parce qu'ils le font dans l'intention de bien faire. Et donc, ils y vont à fond. Malheureusement, ils n'évaluent pas en général le feedback. Et on va le savoir dans quelques instants. Et ce feedback-là, qu'est-il? Le feedback, c'est que pensent les enfants de ce qu'on fait? Est-ce que ce qu'on fait, ils le reçoivent bien? Est-ce qu'eux, ils conçoivent que c'est bien pour eux? Tout le problème se trouve là. Il faut que les parents sachent, il faut que tout le monde sache qu'en général, le fantasme de l'enfant parfait, qui est le rêve de tout parent, on a tous envie d'avoir des enfants parfaits, et nos comportements l'expriment, il faut qu'on sache que le fantasme de l'enfant parfait fait naître également un autre fantasme du parent parfait chez les enfants. Donc, eux aussi, ils ont envie d'avoir des parents parfaits. Malheureusement, ni les parents, ni les enfants ne sont satisfaits les uns des autres. Et on ne l'apprécie pas toujours bien. Comme pour dire qu'il y a des choses à reprocher. Alors, pour aller vraiment directement aussi sur ce sujet-là, quels sont les reproches qui reviennent généralement, fréquemment? Oh, en général, ce qu'on entend très souvent les enfants dire, premièrement, et majoritairement, c'est « mes parents ne m'aiment pas assez ». Ils ne m'aiment pas autant qu'ils aiment mon frère ou ma sœur. En général, c'est ce qu'on entend. On entend cela parce qu'une chose est de voir ce qu'on offre et une autre chose est d'apprécier ce que celui à qui on offre, c'est ce qu'il a comme appréhension de ce qu'on lui donne en fait. Donc les parents, comme je le disais d'entame, ils offrent des choses, ils offrent des sentiments avec des motivations. Ils ont des motivations qui n'expliquent en général pas aux enfants. Donc, un enfant, ça peut faire qu'il peut développer très rapidement un sentiment de frustration, un sentiment d'humiliation face à certains comportements de ses parents, alors que ceux-ci ne sont mus que par l'envie de bien faire. Juste ça. Mais comme il y a un problème de communication, donc ça fait qu'on est dans des, comment on appelle ça, des interprétations. Mauvaises interprétations, mésententes, mauvaises compréhensions les uns des autres, etc. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le sentiment de ne pas être aimé. Il y a également le fait que souvent les enfants, ils ne comprennent pas que les parents, par exemple, n'usent pas d'autres manières de faire que d'user de la violence, par exemple. Violence verbale, les cris,
violences physiques, les coups, les bastonnades, etc. Donc les parents, ils en usent très souvent parce qu'ils croient que c'est la seule méthode pour s'imposer. Ils n'ont pas appris que discipliner, par exemple, un enfant, ce n'est pas seulement le soumettre. Parce que le soumettre, ça a une connotation un peu négative avec la force et tout ça. Soumettre, c'est assujettir, voilà. Alors que dans le cadre de l'éducation, on devait plutôt aller à l'obéissance, amener l'enfant à l'obéissance, qui est une autosoumission. C'est-à-dire amener l'enfant à se soumettre lui-même à des règles. Donc, souvent, ils croient que pour obliger l'enfant à faire une ou deux choses, on doit crier. Alors que le cri, en général, exprime la distance qui sépare les cœurs, en général. Donc, plus on crie, plus on s'éloigne de l'enfant. Plus on utilise la violence, plus on s'éloigne de lui. Mais on n'a pas le sentiment que c'est ce résultat-là qu'on obtient. Donc les parents, ils sont à fond dedans parce que pour eux, c'est ce qu'ils ont reçu. Parce qu'il y a aussi ce complexe-là qui est que je dois perpétuer ce que moi j'ai reçu. Parce que ce que j'ai reçu, il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. Le résultat est là, je suis un bon fonctionnaire ou un bon travailleur, je suis marié, j'ai des enfants. Mais tout ça, ce sont des choses qui n'expriment pas forcément la bonne éducation que j'ai reçue. Parce que la bonne éducation ne s'apprécie pas forcément et seulement à un emploi qu'on occupe, à une femme qu'on a, à des enfants qu'on a. Ça va surtout à comment on gère, et tout à l'heure on en parlait, comment on gère ses émotions, par exemple en privé. Comment est-ce qu'on entretient le relationnel avec les autres. C'est tout ça. Ça se passe aussi avec les enfants. Absolument, absolument. Donc on a ce complexe-là de reproduire ce qu'on croit être tellement bon qu'on a reçu qu'on n'a pas le sentiment qu'on doit s'améliorer. Donc on est sur ces nuages et en croyant que tout va bien dans le meilleur des mondes possible, alors que les enfants, ils nous reprochent cela. Vous avez parlé de colère tout à l'heure, on exprime la colère, peut-être parce qu'on a envie d'avoir un résultat palpable. L'enfant ne comprend pas vite, il est lent dans la réaction, dans la manière de nous obéir et tout. Peut-être parce qu'on a envie de ce résultat palpable. Absolument, absolument. Et c'est ce qui me faisait parler de fantasme de l'enfant parfait. Parce que le résultat parfait et très beau qu'on veut avoir tout de suite, c'est méconnaître en fait l'enfant. Il faut connaître l'enfant, il a ses capacités, il a ses potentialités, il a ses limites. Bon, vous allez le bastonner alors que peut-être lui, il a un trouble. Je prends un exemple. Oui. Un enfant, vous lui demandez 2 plus 2 égale combien? Il a 8 ans, il ne sait pas... Il a un trouble de l'apprentissage. Il n'arrive pas à dire 2 plus 2 égale 4. Il souffre par exemple d'un trouble qu'on appelle par exemple la dyscalculie. Oui. C'est un trouble du cerveau. Donc, vous vous dites, mais à 8 ans, ce n'est pas normal que tu ne puisses pas dire 2 plus 2 égale 4. Tu vas prendre la chicotte, tu vas le bastonner. Oui. Tu ne fais que l'enfoncer. L'enfoncer dans une baisse, dans la baisse de l'auto-estime, par exemple. Il va se dévaloriser, il va se croire incapable d'arriver à des résultats. C'est un trouble. Vous pouvez commencer à bastonner un enfant pour des choses dont il n'est pas, si vous voulez, l'auteur lui-même, parce que lui-même, il est en souffrance. Il faut connaître l'enfant. Il faut observer. Voilà, observer l'enfant. Il y a ce qui est normal, il y a ce qui ne l'est pas. Donc, l'envie d'avoir un enfant parfait fait que souvent, on est dans l'erreur. Parce que l'enfant n'est pas parfait, ça c'est un. De deux, notre enfant n'est pas nous. Il n'est pas nous. Il n'a pas nos potentialités, il n'a pas nos capacités. Il est lui. Il faut le connaître tel qu'il est, le prendre tel qu'il est. Je n'ai pas dit de céder à ses caprices, ce n'est pas de ça que je parle. Mais faire les choses, non pas en fonction de nous, mais en fonction de lui. De lui. En fonction de lui. Il faut être observateur. Son stade de développement, son niveau d'intelligence, son quotient intellectuel, son quotient émotionnel. Il faut apprécier tout ça. Et on va apprécier justement au travers des cas pratiques qui nous sont soumis et qui vous sont soumis principalement avec le premier qui suit. Je suis Cyril, appelez-moi juste par mon prénom. Je suis l'aîné d'une famille de 4 enfants. J'ai 12 ans et je suis en classe de 4e. Mes parents ne m'aiment pas. Ils sont très durs avec moi. Ce qu'ils tolèrent à mes cadets, à moi, ils ne me tolèrent rien. Je n'ai même pas... pourtant, je suis autant enfant que les autres. Nous avons les mêmes besoins, les mêmes droits et devoirs, mais moi, j'ai l'impression d'évoluer sur une autre planète. Il y a des règles pour moi et des règles pour les autres. C'est injuste. Je me demande si mes parents sont vraiment mes parents. Parlez-leur, s'il vous plaît. Il faut solutionner le cas de ce jeune Cyril. Il faut leur parler, monsieur Zabidjo. Cyril n'est malheureusement pas seul.
Oui. Il n'est pas seul, Cyril, c'est le cas de nous tous pratiquement. Il y a beaucoup de Cyril dans des familles. Dans les familles. Et c'est que Cyril, le cas de Cyril ici est le cas typique des enfants qui sont les aînés, sur qui on compte pour beaucoup de choses. Ah non, moi c'est mon aîné, j'ai pas envie qu'il donne le mauvais exemple à ses cadets, j'ai pas envie qu'il évolue mal, j'ai pas envie qu'il tourne mal, etc. Ça, c'est la motivation des parents. Et donc, ils posent des actes en fonction de ça. J'ai envie d'obtenir un résultat, j'ai envie d'obtenir un enfant qui est brillant, qui est très bien, qui se comporte bien et tout. Ça, c'est bien, c'est bien. Mais est-ce que l'enfant, je lui ai expliqué tout ça? Quand, par exemple, à Cyril, le père que quelqu'un peut être, lui donne des règles particulières parce que c'est lui l'aîné, ça, c'est sa motivation. Mais est-ce qu'il explique à Cyril que c'est parce qu'il est l'aîné qu'on lui fait ça? Donc, ce qu'il y a d'important à faire, et ça c'est aux parents de Cyril que je parle maintenant, c'est de faire asseoir votre enfant avant et à tout moment, c'est-à-dire d'être présent dans sa vie, lui expliquer qu'il a un rôle particulier à jouer dans la famille. En tant qu'aîné, il doit être l'exemple. Mais en lui disant qu'il doit être l'exemple, celui-même qui lui dit ça aussi doit être un bon exemple. Donc, le père lui-même commence par être un bon exemple. Et après, il explique à l'enfant qu'il doit être un exemple pour ses frères. Donc, à cause de ce qu'il doit être un exemple pour ses frères, il y a des choses qu'on va tolérer à ses frères, pas à lui. Il faut qu'on le lui dise. Bien sûr. Qu'on le lui rappelle régulièrement, pour qu'il n'en ignore, pour qu'il ne l'oublie pas. Il faut lui dire. Pour qu'il prenne conscience du fait qu'il est l'aîné. Il faut le lui dire, mais il ne faut pas trop l'accabler. Il faut tenir compte de son âge. Il faut tenir compte de son stade de développement. Il faut tenir compte du fait qu'en tant qu'enfant, on ne va pas quand même l'embrigader, le mettre dans une prison. Il n'a que 12 ans. C'est un enfant qui a droit à des caprices. Et quand on ne lui tolère pas ses caprices, je vous assure que les caprices qu'on ne lui tolère pas à 12 ans, il va les exprimer à 42 ans, ou bien à 53 ans, ou bien à 64 ans. C'est là où on va voir des vieux barbus dans les boîtes de nuit en train de courir les petites nénettes. Merci infiniment, Merci. docteur. Merci, M. Zahabi. Merci d'avoir été pour votre passage. Voilà, avec nous aujourd'hui dans cette émission. On espère que vous avez beaucoup appris. Nous aussi, ça nous permet comme ça d'être en harmonie avec nous et les autres chez nous à la maison dans notre quotidien. Fin de Matin Bonheur pour aujourd'hui. Pour ce mercredi, on aura plaisir à se retrouver demain encore. Oui, demain voilà. on annonce les couleurs pour la Noël. Soyez au rendez-vous. Portez-vous bien. Au revoir.